Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. On regarde tout de suite les titres de ce mercredi. L'émotion 4 ans après les attentats du 13 novembre à Paris. Des commémorations se sont déroulées en hommage aux 131 victimes. Pour ceux qui ont survécu, la reconstruction est longue. Vous entendrez le témoignage d'une survivante de ce carnage. Et puis dans ce journal, nous reviendrons aussi sur l'état de la menace terroriste en France. Notre invité ce soir, Claude Moniquet, ancien du renseignement français. Elle a également une nouvelle étape dans la procédure de destitution contre le président Donald Trump. Les auditions publiques au Congrès ont commencé aujourd'hui en direct sous les yeux de millions d'Américains. Toutes les explications à suivre. Jusqu'où ira l'escalade des tensions entre Israël et Gaza? Les frappes israéliennes sur les positions du djihad islamique ont fait plus de 20 morts en 2 jours. 250 roquettes ont été tirées vers Israël. Et l'heure ne semble pas à l'accalmie. Et puis l'hommage à Raymond Poulidor qui s'est éteint à l'âge de 83 ans. Le décès de cette légende du cyclisme français suscite une vive émotion. Éternel numéro 2, mais premier dans le cœur des Français. Nous reviendrons sur ce parcours hors du commun avec notre spécialiste Vincent Ménard. Jamais en temps de paix, la France n'avait connu une attaque terroriste d'aussi grande ampleur. Le 13 novembre 2015, il y a 4 ans jour pour jour, la nation pleurait les victimes du commando terroriste qui a visé plusieurs terrasses de la capitale et dans la salle de concert du Bataclan. Des attaques qui ont fait en tout 131 morts et 350 blessés. Renaud Le Guen, Gilles Leclerc. Un à un, leurs noms ont été égrenés au cours de commémorations auxquelles ont assisté des ministres du gouvernement français. Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a appelé les Français à rester unis pour ne jamais laisser gagner les responsables de ces attaques. Et ce 13 novembre 2015 a changé à jamais le destin des blessés, des familles de victimes ou de ces survivants pour qui la reconstruction est encore longue. Notre correspondante à Paris, Annelise Borges, a rencontré une survivante de ce carnage. Il y a 4 ans, jour pour jour, la France vivait l'une des pires tragédies de son histoire récente. Après plusieurs attaques coordonnées à Paris, 131 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées. Il s'agit de la tuerie la plus meurtrière dans la capitale française depuis la Seconde Guerre mondiale. En amont des commémorations, Euronews a pu s'entretenir avec l'une des survivantes de cette tragédie. Pour nous, c'est à peu près comme si ça faisait 4 jours ou 4 heures ou 4 semaines. Allez, on va dire que c'est arrivé et pas 4 ans en fait. Depuis ce jour fatidique, le temps s'écoule différemment pour Sandrine Martins, qui lutte tous les jours contre ce traumatisme. Que pour nous, ce sera jamais dépassé. Mais quand on vit un trauma comme celui qu'on a vécu, c'est quelque chose qu'on va porter toute notre vie. Le 13 novembre 2015, Sandrine se trouvait au Bataclan pour assister à un concert de rock. Une nuit d'horreur. 90 personnes sont mortes dans la salle sous les coups de feu des terroristes du groupe État islamique. D'autres lieux dans la capitale sont frappés au même moment. Un bar, un restaurant et même le Stade de France. Guillaume Valette a récemment été reconnu comme la 131e victime des attentats. Atteint d'un sévère état de stress post-traumatique, le jeune homme de 31 ans a mis fin à ses jours 2 ans après l'attaque. Et dans ce contexte se pose la question de la gestion des djihadistes de retour sur le territoire français ou ceux qui sont déjà incarcérés en France. Pour en parler, mon invité ce soir depuis Bruxelles, Claude Moniquet, ancien agent de la Direction générale de la sécurité extérieure. Bonsoir. Alors selon Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur français, 500 personnes sont en prison pour des faits de terrorisme. Et puis il y a les détenus de droit commun pour lesquels une radicalisation a été détectée. S'ils sont libérés, comment le renseignement assure leur suivi ? C'est une question complexe parce que les capacités des renseignements ne sont pas extensibles à l'infini, bien entendu. Il faut considérer que pour assurer ce qu'on appellerait une surveillance totale, complète de quelqu'un, c'est-à-dire une filature, une surveillance des lieux d'habitation, etc., il faut à peu près une trentaine de fonctionnaires de police, 24 heures sur 24. Et la capacité de suivi de l'ensemble des services de police et de renseignement en France, c'est de la surveiller à peu près 200 à 250 personnes de manière simultanée. Donc on comprend bien que là-dedans, il y a des criminels, il y a des espions chinois, il y a des espions russes, et il y a des extrémistes de gauche et de droite, et il y a des djihadistes. Donc ça veut dire que très clairement, on ne peut pas surveiller en permanence l'ensemble des djihadistes qui sont surveillés ou qui sont en liberté ou qui reviennent de Syrie, et que donc on va se trouver sur des choix à faire. Et les choix, on l'a vu en 2015-2017, parfois sont de mauvais choix, parce qu'on n'a pas toujours le calcul exact de la dangerosité de la personne et de sa capacité de passer à l'acte. Et puis alors, il y a aussi la question du renvoi de djihadistes par des pays tiers comme la Turquie.
Cela va concerner 11 Français. En réalité, depuis la mise en place du protocole Cazeneuve en 2014, 250 djihadistes français sont revenus en France pour être pris en charge sur le plan judiciaire. C'est ce qu'a annoncé Laurent Nunez également. Est-ce que cela signifie que la coopération avec ces pays est désormais plus ou moins optimale ? Alors la coopération est bonne, je dirais, mais cela étant, contrairement à ce qui a beaucoup été écrit en 2015, la coopération entre services de renseignement et services de police, mais surtout pour ce que je connais entre services de renseignement, a toujours été bonne, elle a toujours été très bonne, avec malheureusement des failles, mais ça c'est un système humain, donc fatalement la faille, elle fait partie du système humain, il ne faut pas l'accepter, mais c'est une réalité. Cela étant, il est très clair que dans le cas des djihadistes qui vont être renvoyés de Turquie, ça nous met dans une position un peu particulière, puisque la doctrine française, je le rappelle, c'est pas de rapatriement de djihadistes. On peut discuter du cas des enfants, mais on ne rapatrie pas de djihadistes adultes. Et là, les Turcs, avec les djihadistes étrangers sur lesquels ils ont mis la main dans leur offensive sur le nord de la Syrie, les Turcs nous forcent la main et nous forcent la France à faire un rétropédalage, à faire marche arrière et à accepter le retour en France contraint et forcé de djihadistes. Et ça ne correspond pas du tout à notre doctrine. Merci beaucoup Claude Moniquet pour toutes ces précisions sur le plateau d'Euronews Soir. On en vient à présent à la procédure de destitution de Donald Trump aux États-Unis. Le président américain est soupçonné d'avoir utilisé sa position pour pousser l'Ukraine à enquêter sur le fils de Joe Biden, son principal concurrent démocrate pour 2020. Et regardez ces files d'attente pour accéder à la salle du Congrès. Alors que les auditions se tenaient jusque-là à huis clos, à compter d'aujourd'hui, elles sont désormais publiques. Quelles sont les prochaines étapes ? Audrey Tilve fait le point. 6 semaines après le lancement de l'enquête, c'est une étape charnière de la procédure de destitution de Donald Trump qui débute aux États-Unis. Jusqu'ici, les auditions avaient eu lieu à huis clos. Désormais, elles seront diffusées en direct et vues par des millions de téléspectateurs et d'internautes. La télévision a produit la procédure de destitution dans votre salon, votre bureau, sur votre téléphone. Et le pouvoir émotionnel est immense parce que vous entendez cela de la bouche des témoins. À l'issue des auditions, la Chambre des représentants débattra et votera pour savoir si elle doit oui ou non mettre en accusation le 45e président américain pour abus de pouvoir en adoptant une résolution de destitution. Pour cela, la majorité simple suffit. L'opposition démocrate étant majoritaire, cette étape a de fortes chances d'être franchie. C'est ensuite devant le Sénat que se tiendrait le procès, au terme duquel une majorité des 2/3 serait requise pour destituer Donald Trump. Les républicains y étant majoritaires, cette ultime étape aurait peu de chances d'aboutir. Au cœur de l'impeachment, une question. Donald Trump a-t-il forcé la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il lance une enquête de corruption visant tout particulièrement le fils de son rival démocrate Joe Biden? En clair, a-t-il exercé un chantage pour salir celui qui pourrait être son adversaire à la présidentielle de 2020? Hunter, le fils Biden, est dans le conseil d'administration d'un groupe gazier ukrainien et d'après l'entourage de Trump, le père serait intervenu pour lui éviter des ennuis judiciaires. Les cris d'orfraie des républicains en défense du président semblent en tout cas amuser cet analyste. D'abord, les républicains ont dit qu'il n'avait rien fait de mal. Ensuite, ils ont dit qu'il avait peut-être fait quelque chose de mal, mais que ce n'était pas si grave. Et maintenant, ils disent qu'il y a peut-être eu donnant-donnant. Point d'orgue d'une présidence tumultueuse, le feuilleton de l'impeachment promet encore bien des rebondissements. Donald Trump est le 4e président de l'histoire des États-Unis à être visé par une telle procédure. Aucune n'a abouti. Jusqu'où iront les tensions entre Israël et la bande de Gaza? Les frappes israéliennes sur les positions du djihad islamique présent dans l'enclave palestinienne ont fait plus de 20 morts depuis mardi. Les tirs de roquettes contre Israël se poursuivent aussi et les deux parties continuent de se menacer mutuellement. Laurence Alexandrovitch. L'escalade armée au Proche-Orient ne donne pour l'heure aucun signe d'apaisement. Les frappes israéliennes répondent aux tirs de roquettes palestiniens qui s'abattent sur les villes de l'État hébreu. Ces frappes israéliennes ont fait 12 morts ce mercredi, dont des membres du djihad islamique. Cela porte à 22 le nombre de Palestiniens tués depuis mardi. J'ai dit hier que nous n'étions pas enclins à l'escalade, mais que nous réagirons à chaque attaque contre nous et que nous réagirons très vivement. Le djihad islamique ferait bien de le comprendre maintenant, plutôt que quand il sera trop tard.
Signe de l'inquiétude de part et d'autre, les écoles ont été fermées, même à Tel Aviv, pourtant à 70 km de la bande de Gaza. Contrairement aux bombardements israéliens, les roquettes palestiniennes n'ont fait que des dégâts matériels. Parmi les victimes palestiniennes, un commandant du djihad islamique et son épouse, tués mardi à l'aube lors d'une opération ciblée dans leur appartement du nord-est de la bande de Gaza. C'est cela qui a déclenché ce regain de tension. Et nous vous proposons désormais de faire un tour d'horizon des sujets traités par les autres services linguistiques d'Euronews et nous vous les proposons en partie en version originale. Et on commence avec nos confrères de l'équipe italienne d'Euronews qui reviennent sur cette Alta Acqua historique à Venise, une marée haute de 1,87 mètres qui a surpris les touristes. Selon les médias italiens, un Vénitien de 78 ans est mort électrocuté. Cette marée a également causé d'importants dégâts dans la cité des Doges. La basilique Saint-Marc est inondée. C'est la deuxième marée haute la plus importante à Venise depuis le début des relevés en 1923. En Bolivie, après la démission d'Evo Morales, dont la réélection était entachée de soupçons de fraude, Janine Áñez s'est proclamée présidente par intérim, comme le rapporte l'équipe espagnole. L'avocate de 52 ans était jusqu'à présent vice-présidente du Sénat. Elle promet des élections au plus vite. Evo Morales, réfugié au Mexique, quant à lui, dénonce un coup d'État le plus astucieux et le plus odieux de l'histoire. Fin de citation. Deberá convocar elecciones en un máximo de 90 días. Et puis on termine avec cette information rapportée par nos confrères russes. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes ont achevé le retrait de leurs troupes dans un secteur clé de la ligne de front, dans l'est de l'Ukraine, sous le regard des observateurs internationaux. 25 jours de déminage et de démantèlement des tranchées et des fortifications sont prévus. Pour rappel, les combats entre forces ukrainiennes et rebelles pro-russes ont fait plus de 13 000 morts depuis 2014. Sa popularité a traversé les âges. La légende du cyclisme français Raymond Poulidor s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 83 ans. Un monstre sacré, originaire de la Creuse, dont la mort suscite une vive émotion au-delà même du sport. On rejoint pour en parler au cœur de la rédaction d'Euronews notre spécialiste sportif Vincent Ménard. Vincent, Raymond Poulidor, c'est 8 podiums du Tour de France, mais pas une victoire. Malgré tout, sa popularité était hors du commun. Et oui, paradoxalement, ce sont toutes ces deuxièmes places qui ont fait la légende et la popularité de Raymond Poulidor. Il a fini 8 fois sur le podium du Tour de France, 3 fois à la deuxième place, 5 fois à la troisième place. Et pourtant, il n'a jamais porté, ne serait-ce qu'un seul jour, le fameux maillot jaune. Éternel second, donc c'est son étiquette. Il a d'abord été victime de la concurrence de Jacques Anquetil, 5 fois vainqueur du Tour, puis de celle d'Eddy Merckx, lui aussi 5 fois vainqueur du Tour. Et d'ailleurs, non sans humour, il avait coutume de dire qu'avec Anquetil, avec Merckx, mais aussi avec Miguel Indurain, lui aussi 5 fois vainqueur du Tour, eh bien à eux 4, ils avaient gagné 15 fois le Tour de France. Raymond Poulidor, jamais sacré sur les routes de la Grande Boucle, et pourtant son palmarès est immense. Il a gagné le Tour d'Espagne, il a gagné des classiques comme Milan-San Remo ou la Flèche Wallonne, ainsi que des courses d'une semaine, Paris-Nice ou le Dauphiné libéré. Donc ce serait injuste de le réduire à cette seule étiquette d'éternel second. Raymond Poulidor était aussi un formidable champion, même s'il n'a jamais porté le maillot jaune. Merci Vincent pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue tout de suite sur Euronews et euronews.com. Très belle soirée à vous tous sur notre chaîne.